Bonjour à tous et bienvenue à la 4e soirée Comme à la maison proposée par Familyphone, un service d'écoute, un service qui vous offre une écoute attentive pour vous aider dans tous les problèmes que vous pourriez rencontrer, problèmes éducatifs, problèmes de couple. Et les couples, justement, on va en parler aujourd'hui avec mes invités. Un service également proposé par le diocèse de Versailles dans le cadre de cette année Amoris Laetitia qui veut mettre l'amour et l'amour conjugal au cœur de nos préoccupations. Alors on va parler des couples, le couple à l'épreuve des difficultés, à l'épreuve des crises et elles ne manquent pas. Quel est le secret d'un couple qui dure? C'est la réponse à laquelle nos invités réunis ici dans ce foyer très chaleureux qui nous accueille vont essayer de répondre et de nous donner peut-être des pistes de réflexion, des conseils pour faire face à chaque instant de notre vie de futurs couples, de fiancés, de mariés, de parents, de grands-parents, voilà, pour faire face à toutes ces petites difficultés du quotidien. On va en parler avec vous, Père Geoffroy-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Jean et prieur du centre spirituel de Troussure, situé dans l'Oise, un centre spirituel qui s'appelle le prieuré Notre-Dame de Cana. Là déjà, Cana, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. On devine ce qui s'y déroule, puisque Cana, c'est le lieu du premier miracle de Jésus, lorsqu'il transforme l'eau en vin à la demande de sa maman, Marie, la Vierge Marie. Et évidemment, ça se passe pendant un mariage. Donc vous organisez dans ce prieuré Notre-Dame de Cana de nombreuses retraites pour les fiancés et les couples. Quels sont les problèmes pour lesquels ces couples viennent vous voir le plus souvent? Je crois que les couples viennent d'abord pour se ressourcer, pour faire le point. Et à travers les conférences, à travers le climat de prière, on met en lumière certains enjeux du couple et je crois que les couples s'y retrouvent et peuvent mettre des mots sur leurs épreuves. En même temps aussi d'abord sur leur joie, parce que le couple n'est pas d'abord un problème, c'est d'abord l'aventure d'un amour, quoi. Mais l'amour est exigeant, implique une qualité de relation entre les personnes. Et par effet miroir, ils voient mieux peut-être leurs difficultés. Et tout l'enjeu de ce week-end, c'est d'essayer d'élever le regard pour voir les vraies questions. Souvent, on s'arrête aux effets, comment remonter un peu à la cause, et de voir dans leur vie humaine, puis aussi dans leur vie chrétienne, comment ils peuvent verbaliser, poser les choses pour voir aussi comment le Seigneur peut les éclairer. Et je crois que vous allez aussi nous aider pendant 1 heure et aider tous les couples qui nous regardent à passer peut-être de ce stade émotionnel de cet amour conjugal, de cet amour dans le couple, à peut-être un amour plus lucide, c'est ça? L'immense enjeu, c'est de passer de l'amour affectif, émotionnel, comme vous disiez, à un amour qui se construit. Et l'enjeu est là. Et très vite, les jeunes couples, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans de mariage, sont confrontés à cela. Est-ce qu'on se sépare vu les tensions qu'il y a? On a l'impression qu'on s'aime plus. Ou bien au contraire, on passe à l'étape suivante pour construire. Je crois que l'amour est une grande construction, c'est une grande école. Et on va le voir tout à l'heure, comment on peut justement poser les choses pour qu'on ait la joie de construire, que le couple ait la joie de construire ensemble une aventure de la rencontre de 2 personnes. Et pour que cet amour grandisse, il faut déjà qu'il ait des racines, qu'il soit bien appuyé sur un roc solide. Et on va avoir tout le loisir d'en parler pendant cette heure. Je précise que vous êtes l'auteur du couple durable, Oser les fiançailles, construire son couple aujourd'hui, paru aux éditions du Sarment. Il a déjà quelques années, mais il est toujours largement disponible, cet ouvrage. Et puis, Évangéliser votre vie intérieure, c'est paru aux éditions des Béatitudes. Voilà. Face à vous, Chantal et Antoine Daudifray, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Chantal, vous êtes thérapeute de couple Imago. Dans un instant, vous allez nous dire de quoi il s'agit. Vous, Antoine, vous êtes facilitateur Imago. Et l'un et l'autre, vous êtes membre de l'association Cap Mariage qui propose une préparation au mariage civil. Ça, c'est important de le préciser. Vous, Antoine, vous êtes vice-président de la fédération Un Avenir pour Deux. Alors, Un Avenir à Deux, pardon. Je m'arrête là pour le moment. Imago, de quoi s'agit-il? Cap Mariage, et puis Un Avenir à Deux, si vous voulez nous éclairer. On est mariés depuis 52 ans et... Un jeune couple. On a pas mal ramé, comme disait le père, au début c'est facile et puis après on rame un peu. Et puis au bout de 20 ans, on a découvert cette thérapie Imago au cours d'une formation que je faisais parce que j'étais conseillère conjugale. C'était un stage de 4 jours qui a vraiment transformé notre relation.
Et en sortant du stage, on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut que ce soit connu en France, cette méthode. Donc c'est une méthode qui est essentiellement basée sur le lien. Et donc le travail qu'on fait, c'est vraiment d'aider les couples à retrouver le lien. D'accord. Et quand on est en lien, en fait, on arrive à affronter ensemble les difficultés. Quand on a perdu le lien, on est chacun dans son coin à ruminer, etc. Et on ne peut pas avancer. Un lien qui, j'imagine, tourne autour du dialogue dans le couple. L'outil principal, c'est un outil de dialogue. Bien sûr. Très structuré, D'accord. qui permet à chacun de s'écouter vraiment en profondeur, Oui, et donc qui permet à chacun d'ouvrir son cœur à l'autre. je comprends. Antoine. Pour moi aussi, c'est une grande découverte, parce que c'est au bout d'un certain nombre d'années de mariage qu'on a d'abord découvert Mars et Vénus. Hein, donc au bout de 37 ans, parce que Chantal croyait avoir épousé le pire homme de la Terre, et puis elle a trouvé qu'elle avait épousé un homme standard. Et puis après, en imago, ce qu'on a appris à découvrir, c'est que moi, je vois un 6, et Chantal, qu'est-ce que tu vois? Pas, c'est un 9. Et donc, on peut se disputer pendant des heures et des heures. Et en fait, ce qu'on apprend dans l'imago, c'est d'aller visiter le monde de l'autre. Sa différence à elle, c'est de voir un 9. Dans mon monde, je vois un 6. Et les deux peuvent exister ensemble. Je comprends. Donc, on va sortir un peu de nous-mêmes, j'ai dit nous les hommes, mais les femmes aussi, on va essayer, pour se retrouver sur un terrain, pas neutre, mais le terrain d'un, exactement, et d'un amour qui va terrain pouvoir d'équilibrage de la relation. Un mot sur le cap mariage. Là, il manquait quelque chose peut-être pour le mariage civil. C'est un parcours, parce que, on vous rassure, je veux dire, on était sur des rails très parallèles pendant la vie active. Et puis, on a découvert une association qui s'était créée à Bordeaux en 1998, qui avait comme intuition de préparer les jeunes couples au mariage civil. Donc, la mairie, pendant 1 heure, présente le mariage civil. Ensuite, un notaire vient présenter les contrats de mariage. Et nous, ensuite, on parle des articles du Code civil, qui sont les conditions nécessaires à la vie de couple. La fidélité, le respect, le secours, l'assistance. En mairie, on ne vous dit pas de vous aimer, mais on vous dit, si vous voulez que ça dure longtemps, il faut que vous soyez dans un cadre de sécurité mutuelle, et puis que vous vous entraidiez, que vous le secours, que vous partagiez des biens matériels et que vous éleviez ensemble vos enfants. L'amour, on va en parler justement. On parlera du matériel aussi, évidemment. Je signale rapidement L'art de vivre à deux et L'art de vivre en famille, vos 2 ouvrages parus aux éditions de l'Atelier. Alors, le défi des crises. Existe-t-il des couples qui ne se disputent jamais? Tiens, mon père, je vais vous poser la question. En avez-vous déjà vu? Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être que des couples sentent qu'à l'extérieur tout va bien, mais qu'à l'intérieur, ils n'ont pas été habitués à dire aussi leur frustration. Et mon expérience m'a montré que des frustrations s'accumulent pendant 10 ans, 20 ans, et surtout quand les enfants partent, on se retrouve seul et on fait quoi? Et donc, attention à ce que peuvent conscientiser les gens. Il ne s'agit pas non plus de chercher des crises partout. Le couple, à mon sens, ce n'est pas d'abord un lieu de crise. Le couple, parce qu'on va parler beaucoup de la crise, je voudrais dire avant que le couple est la plus belle aventure de la vie, la plus grande aventure. Pourquoi? Parce que comme chrétien, on est fait à l'image de Dieu. Dieu a créé le couple et cela a été très bon. Et donc, il y a une aventure passionnante à vivre. Paradoxe, c'est qu'on voit la plupart des couples sont en difficulté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a autant d'épreuves dans le couple? Parce que justement, on attend beaucoup du couple, parce que depuis 60 ans, le couple est considéré comme le lieu de l'amour, et c'est tout nouveau, le mariage d'amour. Comme dit Pascal Bruckner, j'aime beaucoup ce philosophe qui dit, mais finalement, le mariage d'amour a pu exister avant. On se mariait par contrat, par obligation aussi. Ça ne veut pas dire que les couples ne s'aimaient pas, mais aujourd'hui, on centre beaucoup plus sur l'amour. Et donc, l'amour, d'une certaine manière, rend fort un couple, mais le fragilise. Et donc, les manques d'amour s'expriment beaucoup plus aujourd'hui. Donc, est-ce que le couple est plus en crise aujourd'hui qu'hier? Je ne sais pas. Différemment, disons. Différemment, et puis aujourd'hui, on le verbalise. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir divorcer, de pouvoir se séparer, de pouvoir dire les choses, alors qu'avant, peut-être pas. Et il vaut mieux éviter d'en arriver là d'ailleurs, hein. C'est la raison qui nous réunit. Ben voilà, je crois que l'enjeu... Pas attendre le divorce pour se dire c'est 4 vérités. Je crois que la crise, on va le voir, est normale. Ouais. Le tout, c'est comment je la gère. Je précise que vous, ça fait 30 ans que vous accompagnez, formez
faites le service après-vente, parfois participez à la guérison aussi de ces couples qui viennent vous voir. Je trouve que c'est un des plus beaux ministères du prêtre. Et je ne m'y attendais pas du tout quand je suis rentré en vie religieuse, absolument pas, mais on est projeté vers les familles. Et finalement, pourquoi c'est un des plus beaux ministères? Parce que, pauvrement, humblement, on peut être là comme une personne qui peut aider les couples à se parler, à dialoguer et à avancer. Et donc le prêtre n'est pas un psychothérapeute, il n'est pas un conseiller conjugal, il n'est pas un coach, il n'est pas un ami, il ne fait pas partie de la famille. C'est quelqu'un qui est au-delà de tout ça et qui, en fonction de ses compétences, peut peut-être donner des points de repère. Et je trouve que permettre à des couples de plus s'aimer, c'est une fécondité extraordinaire. C'est étonnant, Chantal, Antoine Daudifray, parce que le couple, il n'y a rien de plus fermé. Enfin, deux personnes qui s'aiment, qui vivent dans leur foyer, et pourtant, on a l'impression qu'il y a toujours besoin d'un tiers. Pour aller mieux, pour extérioriser, pour suivre parfois un exemple. Justement, quand on pratique, on reste toujours à l'extérieur du couple, parce que le couple est un mystère très profond. Et en revanche, on aide ce couple à se donner les 4 conditions de l'amour, qui sont la sécurité. Donc on aide à instaurer un cadre de sécurité pour pouvoir qu'ils se parlent en profondeur. Ensuite, le cadre de l'intimité, pour qu'ils vivent intimement. Le cadre de la passion, parce que si la vie à deux n'est pas amusante, je veux dire, c'est pas la peine de rester ensemble. Donc, heureusement qu'on continue à vivre passionnément ensemble et à s'amuser. Et puis, le dernier point qui est important, parce que, j'allais dire, tout n'est pas un fleuve tranquille, qui est l'engagement dans la vie de couple. Donc, ne pas rester sur des rails parallèles. Donc, on les aide simplement à mettre des traverses entre eux pour que la vie à deux soit intéressante et qu'ils se rapprochent. Alors, allons-y, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Mieux vaut donc prévenir que guérir. On prend le couple à ses balbutiements, on est fiancé ou on réfléchit à un engagement sans que ça porte nécessairement le nom de fiançailles. On vit en couple et on se dit, tiens, pourquoi pas s'engager ? Chez certains, ça prendra le chemin de l'hôtel à l'église, pour d'autres, l'achat d'un appartement, que sais-je encore. Quels sont là les points de discernement essentiels, Chantal? Qu'est-ce que le couple doit se poser comme question, ensemble, séparément? D'abord, apprendre à bien se connaître soi-même, oui. Apprendre à connaître ses vulnérabilités, être conscient de son histoire et de comment notre histoire nous a marqués. C'est-à-dire être conscient que on a des manques dans notre éducation, dans notre et au moment justement du début d'une vie de couple, c'est le moment où on est complètement ouvert et on est complètement en sécurité l'un avec l'autre. Et c'est plus difficile après. Donc c'est vraiment au début qu'il faut commencer à comprendre. Puis moi je rajouterais bâtir un projet à deux, un projet à la fois humain et à la fois spirituel. En venant, on s'est dit, nous, on récite tous les jours notre prière de mariage. Et tous les jours, 52 ans après, on s'aperçoit qu'elle est toujours d'actualité et que c'était le projet qu'on avait tous les deux et qui reste constitutif. Connaître ses faiblesses, mon père, je pense que ça c'est important, non pas pour faire peser à l'autre comme si l'autre était un médecin ou un psy, mais arriver en vérité, en quelque sorte. Tout à fait. Je me permettrais de répondre aussi à la question, que font les fiancés? Quelles sont les bonnes questions à poser aux fiancés? Me semble-t-il, mais complémentaire à ce que vous venez de dire, il y a 3 grandes questions. Où est-ce qu'on va? On se marie, mais pour vivre quoi? Aller à la pêche, mettre au monde des enfants, être des saints, avoir une carrière professionnelle? Il n'y a pas une bonne réponse. Mais le tout, c'est qu'ils sachent bien, est-ce qu'on prend le même cap? Est-ce qu'on va dans la même direction? Et ça, c'est une question redoutable, parce qu'on se pose peu de questions. Souvent, on fait des études, on est un peu le nez dans le guidon, et me semble-t-il, on ne peut pas s'engager si on ne sait pas mettre un cap commun. La deuxième chose, d'où on vient? Vous l'avez évoqué, notre histoire. Il y a 3 grands conditionnements qui nous marquent, c'est l'hérédité, l'éducation et la culture ambiante. Et quand 2 jeunes de 28-30 ans s'aiment et veulent se marier, ils sont déjà faits. Et donc j'ai besoin de connaître l'Ancien Testament de l'autre, dans ses joies, ses qualités, ses limites, ses fragilités. Et aujourd'hui, la plupart des couples ont 1000 aventures, aussi bien sexuelles que autres. Et je dirais pas le mythe de la transparence, il faut tout se dire, mais se dire les choses essentielles, notamment les blessures sexuelles, blessures dans les études, dans la vie professionnelle. Bref, qu'il y ait une qualité de partage,
très importante. Et troisième question, comment on y va? On sait où on va, on sait d'où on vient, comment on y va? Comment on y va? Quels sont les... Pas pour tout prévoir, mais pour se donner des points de repère. Et à travers tout ça, me semble-t-il, il y a une clé que vous avez soulignée qui me paraît très importante. C'est que je dis souvent en couple, on se marie, l'amour ne suffit pas pour se marier. L'amour ne suffit pas pour se marier. Il faut encore être capable de construire ensemble. Et pour être capable de construire, il faut apprendre à se connaître. L'amour implique la connaissance. Et c'est très important de le dire parce qu'aujourd'hui, on est porté par un courant de 2-3 siècles, ce qu'on appelle le romantisme, l'amour émotion affectif, et ça fait partie de l'amour, c'est très important, mais est-ce que ça suffit? Voilà la grande question. Et l'expérience montre que l'amour se construit. Pour se construire, il faut apprendre à se connaître, à se comprendre. Quelque chose de très pragmatique en fait. Presque prendre un papier, écrire qui l'on est, comment l'on perçoit l'autre aussi. Je sais que dans certaines formations au mariage, ça peut se faire. On doit deviner quels sont les traits de caractère dominants de son futur conjoint. On les écrit sur un bout de papier, on compare, on voit si l'on se reconnaît. Ou les langages de l'amour, dont peut-être on redira un petit mot tout à l'heure, parce que je crois qu'ils sont importants. Et ça aussi, c'est quelque chose que on peut faire une mise à jour régulière au long de sa vie à deux. Mais vous parliez de ce discernement, ce regard lucide et vrai sur soi-même, qui peut être un peu cruel aussi. Mais si l'autre vous aime, il comprendra. Avant le mariage, avant l'engagement, il est capital pour des fiancés de pouvoir se dire le jour du mariage, je crois que j'ai tout dit à l'autre, dans mes joies, mes espérances, mes rêves et dans mes fractures, dans mes blessures. Pourquoi? Parce que quand on se sent compris, on se sent aimé. Alors là, ça pose la question aussi de la honte ou de la peur. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut démaquiller les choses, Oui. il faut se mettre à nu et oser pouvoir dire les choses pas dans les détails. Parce que sinon, la vie commune implique, au bout de quelques mois, même quelques années de mariage, il y aura confrontation réelle et l'autre va découvrir des éléments qu'il n'avait pas du tout vus pendant le temps des fiançailles et l'autre va dire « mais tu m'as menti, mais qui es-tu » Et donc là, c'est une exigence. Voilà pourquoi l'amour à l'eau de rose, moi j'ai jamais vu ça et c'est du romantisme. Il faut pas non plus tomber dans une psychothérapie, il faut tout régler les problèmes, non, mais c'est une connaissance de l'autre. Sonder le terrain pour voir qui il est. Et puis savoir qu'au-delà du sentiment amoureux, il va y avoir ce qu'on appelle la lutte de pouvoir, c'est-à-dire que quand les petites hormones seront un peu parties, eh bien, j'allais dire, on va tomber dans l'amour réel. Et que dans l'amour réel, on voit des couples qui arrivent en nous disant on a des conflits, est-ce que c'est le signe qu'il faut qu'on se sépare? Non, on dit c'est le début que votre travail... C'est lorsque le sentiment amoureux, c'est les fameux « l'amour dure 3 ans », quand le sentiment amoureux est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est le début d'une belle aventure. Parce que je voudrais pas que ceux qui nous regardent aient peur en se disant « mais oulala, si je devais tout dire, moi je préfère vivre mon amour au jour le jour parce que jusqu'à présent tout va bien, tout se passe bien, on paye les factures, on vit bien ensemble, nos amis se connaissent et s'apprécient et ça me suffit ». Beaucoup peuvent penser comme ça. C'est aussi un peu légitime de dire, après tout, l'amour, c'est on s'engage pour l'avenir, pas tant que ça pour le passé. Or, ça peut être un écueil. Ça peut nous revenir comme une manivelle ensuite dans la figure. Mon père. Par rapport aux fiancés, la grande question, c'est sur quoi on s'engage. On peut s'engager sur une entente affective, psychologique, sur une entente sexuelle. Sur quoi on s'engage? Et finalement, c'est un piège si on ne sait pas très bien les vrais fondements du mariage. Et me semble-t-il, il y a 2 fondements essentiels pour aider les fiancés à poser un véritable engagement. C'est l'engagement envers la personne de l'autre. Pas mes émotions, pas ce qu'elle m'apporte, mais sur la personne. Est-ce que j'ai envie d'aller à la découverte de sa personne? Finalement, c'est cette personne qui va durer pendant 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et définir la personne, c'est difficile. Mais la personne est plus que ses qualités, plus que ses limites. Et donc là, c'est un toucher qui peut pas être quantifié, on est au-delà de la logique, c'est un toucher profond de la personne. Et puis le deuxième fondement, pour les chrétiens, c'est le Christ. Est-ce que nous avons envie que le Christ soit l'acteur principal de notre mariage? J'aime à dire qu'aujourd'hui, il faut être moderne. Un couple à 3. Un couple, c'est comme 2 mains qui s'aiment, qui s'attirent, ils vont former une poignée de main. Mais cette poignée, qui la serre? Qui la forme? La main est reliée au bras, est reliée à la tête. Le Christ à la tête, nous sommes les membres. Et je trouve que c'est une très belle image pour montrer que le Christ est l'acteur principal du couple. Et donc ça renvoie à la fois
des fiancés qui souvent est fragile. Et le but, c'est pas qu'ils récitent le credo ou qu'ils aient un ticket d'être pratiquants. Le but, c'est est-ce que vous avez le désir d'avoir une ouverture sur le Christ et de pouvoir vous intéresser à Jésus pendant votre vie conjugale, vraiment le travailler, avancer vraiment dans la foi. Si des couples disent explicitement non, eh ben, il y a le mariage civil et c'est très bien. S'il y a un certain désir d'ouverture, je dis bien un désir, qui soit pas pratiquant, ça, c'est second. S'il y a un désir réel, là, on peut... Et on s'ouvre là au travail de la grâce, qui vient irriguer, rendre au couple par surcroît tous ces sacrifices qu'il pourra faire. Il ne s'agit pas de mettre un crucifix entre les deux dans le lit conjugal, mais d'avoir aussi le regard tourné vers le Créateur. Nous, on va tout à fait dans le même sens, parce qu'il faut réfléchir au couple. Qu'est-ce qu'un couple? Là, il y a Chantal, là, il y a moi, et derrière, il y a un espace relationnel. Bien et sûr. puis, dans cet espace relationnel, ben, on peut y mettre la Sainte Trinité, on peut y mettre le triangle théologal. Parler de Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je rappelle pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore, voilà, ce Dieu un et trinitaire. Le couple, effectivement, sans schizophrénie aucune, c'est elle, lui, eux deux ensemble. Il faut que chacun des trois aille bien. Lui doit aller bien, elle doit aller bien, et eux deux ensemble doivent aller bien aussi. Donc c'est ensuite savoir se consacrer du temps et beaucoup d'amour qui circule. Et chacun a sa relation à Dieu aussi. Hein. Lui a sa relation à Dieu, elle a sa relation à Dieu, le couple a sa relation à Dieu. Oui. Merci de parler de la Trinité, parce que même si ça paraît très lointain, en fait, c'est le fondement de tout. Si Dieu a inventé le couple, avec l'altérité homme-femme, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, en 2021, on peut se poser la question, est-ce que le couple hétérosexuel vraiment est valable aujourd'hui pour le monde? Le judéo-christianisme a imposé pendant 4000 ans dans la civilisation, mais aujourd'hui il y a une remise en cause du judéo-christianisme. Et donc c'est pas si évident. Il y a l'homosexualité, il y a le genre, il y a des quantités de possibilités. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut reposer la question déjà aux fiancés, pourquoi le mariage hétéro? Et il y a au niveau humain, bon, on le constate, au niveau chrétien, eh ben, ça va plus loin. Je crois que Dieu a inventé le couple pour obliger l'homme, pour obliger la femme à trouver leur bonheur dans l'altérité et l'unité. Et dans le baiser de l'homme et de la femme, il y a ce mystère de la fécondité, l'enfant. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que, en fait, le but du couple, c'est quoi? C'est d'être dans une école de l'amour. C'est apprendre l'amour. Et quel est cet amour? C'est l'amour trinitaire. Égalité des personnes dans un don mutuel. Et quand on voit cette hauteur de vue sur le couple devient passionnant. Sinon, c'est manger ensemble, aller au boulot. On va même faire un tout petit peu de sémantique pour ouvrir aussi ceux qui nous regardent à toutes ces dimensions de l'amour, puisqu'on n'a qu'un seul mot en français pour l'exprimer, mais en réalité, ce à quoi la grande aventure du couple nous invite, c'est à découvrir toutes ces facettes de l'amour. Je vais les dire en grec, mais on peut les résumer en un seul, c'est l'agapé, c'est la philia, c'est l'éros. L'éros, c'est peut-être celui que tout le monde comprendra tout de suite. C'est, in fine, l'amour sponsal. L'amour sponsal qui est cet amour du don, l'amour typique conjugal. Vous voulez nous en dire un mot de chacun des trois pour dire comment cet amour conjugal doit fonctionner? Alors, j'en rajouterai un quatrième. Oui. C'est ergein en grec, c'est-à-dire l'amour affectif. Jusqu'à 15-20 ans, on reçoit de l'amour affectif de ses parents et ça nous marque à vie. Il y a de l'affection entre frères et sœurs, entre parents. Et cette affection est essentielle, c'est le premier analogué de l'amour. Ensuite, il y a l'éros, c'est là. Et je suis fier de Benoît XVI qui a osé dire que dans l'agapé, dans la charité, il y a de l'éros. L'éros est quelque chose de beau et de grand, bien compris. La philia, pour particularité, la réciprocité. Philia qui vient de fraternel, hein, c'est ça? Amitié, oui, amitié. Voilà. Philia, c'est amitié. Et agapé, c'est un amour transcendant, un amour divin. Et en fait, quatre facettes de l'amour qui montrent la richesse de l'amour. Et je crois que ces quatre facettes sont complémentaires. Et l'enjeu, c'est d'unir les quatre selon les étapes de la vie. Ça va prendre différentes couleurs. Parce qu'in fine, on ne peut pas s'aimer en ayant simplement un désir sexuel pour notre conjoint. Il en faut un, bien sûr, mais aussi cet amour d'affection, cet amour de bienveillance et l'amour de l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire, je t'aime parce que tu es, tout simplement.
et je te regarde et je te vois t'épanouir et grandir. Voilà. Je crois qu'on reste au cœur de notre sujet parce que face à la crise, on est ébranlé en profondeur. On ne sait plus où on va, il y a les conflits qui nous émergent. Et donc, c'est là où il faut se rappeler. Mais au fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? C'est quoi un couple? Je reviens au but, quelle est la finité de notre couple? Et je trouve que cet aspect de la finité doit être sans cesse repris pour être approfondi. Et c'est ça qui va donner la force à vivre le conflit. Sinon, vous voyez, c'est la différence entre trouver un équilibre et trouver une finalité, une orientation. La plupart des couples avec des aides psychologiques veulent trouver un équilibre. Et c'est important, il faut marcher un peu sur deux jambes. Mais ça ne suffit pas. Où je vais? Quelle est la direction? Quel est le sens? Alors on va parler du couple qui boite un peu, parce que sinon on a l'impression que tout se passe très bien. Finalement, allons-y, engageons-nous, engagez-vous, qu'il disait. Parfois, le couple ne marche pas bien, il est un peu boiteux. Ça peut commencer dès le début, parce que les parents s'immiscent. Tiens, on n'avait pas prévu ça. À peine le mariage célébré, boum, voilà les beaux-parents qui débarquent. Ou bien l'enfant fait son apparition. Merveilleux, c'est un projet commun, et puis ça va réveiller des difficultés, nous fatiguer, poser des nouveaux défis au couple tel qu'il est, puis les enfants grandissent, etc. Il peut y avoir les problèmes professionnels, perte d'emploi, les problèmes médicaux aussi. Et puis la crise, lorsqu'elle survient, tac, on est enfermé entre quatre murs, plus le droit de sortir, c'est la pandémie. Mon père, ça, ce genre de petites difficultés dans le couple, finalement manque de dialogue, on en revient toujours là, mais aussi d'écueils plus profonds qui n'ont pas été déterrés, c'est des problèmes auxquels vous avez déjà dû être confrontés. Peut-être qu'on peut se poser la question en amont, pourquoi une crise ébranle autant le couple? Parce que peut-être justement qu'on attend beaucoup de son conjoint dans l'amour. Et c'est le paradoxe, la personne au monde qui m'aime le plus, c'est cette personne qui va me blesser le plus. Et donc on est bouleversé. Autant dans la vie professionnelle, mon patron me reconnaît ou me reconnaît pas, bon c'est une épreuve, mais on arrive peut-être à passer au-dessus. Le conjoint, c'est complètement différent. Donc il faut voir que ce qui correspond à la plus grande attente correspond à la plus grande blessure. Un deuxième aspect, c'est, j'aime beaucoup ce que disait le pape François, arriver à passer du conflit à la crise. Le conflit, c'est quand on se met dans l'opposition. Tu n'as pas fait ça, j'ai pas fait ça, etc. Alors que la crise, en grec crisis, qui veut dire discernement, qui veut dire que c'est une occasion, cette épreuve est une occasion peut-être pour aller plus loin dans notre rencontre. Et je crois que c'est peut-être la première chose à garder, c'est que quand il y a un conflit, se dire est-ce que je reste à vif dans l'opposition ou bien j'essaie de dire est-ce qu'on va arriver à se poser pour voir c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce que cela veut dire? Une occasion pour aller plus loin dans notre rencontre. Et puis un deuxième élément qui me paraît très important, c'est qu'un désaccord n'est pas forcément un désamour. Un désaccord au niveau politique, un désaccord au niveau de la manière de mettre les rideaux ou de s'habiller ou je sais pas quoi, un désaccord n'est pas forcément un désamour. On a le droit à penser différemment, ça touche pas ma personne. C'est-à-dire que le secret, c'est de mettre le conflit en dehors de soi et pas en adhésion à la personne. Et ça, c'est une petite clé qui va permettre ensuite ce que vous évoquiez, un dialogue, se comprendre et tout. Un désaccord n'est pas forcément un désamour. Je voudrais compléter ce que dit le père en disant que la crise est une occasion d'aller plus loin. Il y en a un qui parle beaucoup, l'autre pas assez, et les crises viennent souvent de « tu me dis rien », etc. Et il vient nous chercher à ces endroits où nous, on a à grandir. Et on aussi. l'a choisi pour ça. On l'a choisi inconsciemment pour ça. Et en fait, le fait de travailler tranquillement et en sécurité cette question-là, comment tu vas faire pour que je me sente un peu plus écoutée, etc. On pourrait peut-être, à cet instant de la discussion, on a dit qu'au préalable, il fallait apprendre à se connaître et offrir de soi une image véritable, véridique, dans la mesure du possible, transparente et honnête, avec ses défauts, ses qualités. C'est là où l'autre peut venir les combler et nous ressourcer, nous relever, et nous faire du bien, nous aider à trouver ce chemin de bonheur. C'est un peu la question des langages de l'amour. Quand vous disiez, voilà, tu ne parles pas assez ou tu ne t'exprimes pas assez, il y a aussi dans le couple, un homme vis-à-vis de son épouse, une épouse vis-à-vis de son mari, des choses que l'un et l'autre peuvent faire très concrètes pour que l'autre se sente mieux et vous le renvoie au centuple. Ces fameux langages,
passe par le don, par les paroles valorisantes, les moments de qualité, etc. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu de quoi il s'agit? On a chacun un réservoir affectif qui va se gonfler quand on se sent aimé. Et puis, quand on ne se sent pas aimé, il va se rabougrir complètement. Hein. Et on a chacun une façon de recevoir l'amour. Il y a des façons qui nous parlent, et puis il y en a d'autres qui nous parlent moins. Donc, il y a 5 façons différentes, en gros. Il y a tout ce qui concerne les paroles, donc les encouragements, les compliments, les mots de gratitude, etc., toutes les paroles. Il y a les moments de qualité, où on vit des moments d'intimité, où on se sent très proche. C'est la soirée au cinéma, c'est l'apéro ensemble, oui, c'est à la fin de la journée, avant de rentrer à la maison, retrouver les enfants, voilà. On va faire un petit crochet et se prendre un café tous les deux. Se prendre du temps de couple. Exactement. Hein, les cadeaux, qui peuvent être un tout petit cadeau, comme un voyage aux Bahamas, mais ce n'est pas une histoire de prix. Hein. Les services rendus, les services vraiment qui sont bons pour l'autre. Et se sortir la poubelle, faire la vaisselle avant que l'autre ne le demande, etc. Le toucher physique. En dernier, le toucher physique, il faut faire attention, ce n'est pas que la relation sexuelle. Hein. C'est tout ce qui concerne la tendresse, etc. Ça, les marques de tendresse. Les marques Alors, de tendresse. Vous dites il est en dernier parce que des 5 exemples, c'est ni le pire ni le meilleur. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun, on a un ou deux langages qui nous parlent le plus. Et que quand on a un langage qui nous parle, on a tendance à montrer à l'autre notre amour avec ce même langage. Or, ce n'est pas forcément le langage de l'autre. Moi, j'ai eu un exemple d'une femme qui était toujours en mouvement partout. Et le mari, lui, son rêve, c'était d'avoir sa femme assise sur le canapé, à côté, à prendre une petite tisane, etc. Donc la femme, elle n'était jamais là. Et pourtant, elle disait, mais je fais tout pour mon mari. Le mari, il ne voyait pas. Et c'est comme si on verse de l'eau, mais on verse à côté du verre. Je comprends, tout ça est juste, mais un très grand nombre de couples se confrontent à des conflits très profonds dans l'ordre psychique. Ils sont face à un conjoint qui est malade psychiquement. Et donc tous les langages de l'amour n'y changeront rien, on est d'accord. N'y changent rien. Et beaucoup ont tout fait pour ça. Ils sont désespérés. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, c'est une immense épreuve parce que souvent, on n'est pas conscient de ces fragilités psychiques. C'est le conjoint qui le voit. Et mon expérience m'a montré que certains ont des carrières professionnelles extraordinaires qui sont adulées par tout le monde, mais en couple, c'est catastrophique. Et qui sont des handicapés de la relation. Exactement. Et donc là, que faire? Que faire? C'est très difficile. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même bénéficié depuis 80 ans de toutes les sciences psychologiques qui peuvent beaucoup aider. Il y a des psychothérapeutes, il faut trouver les bons. Et je crois que c'est un des grands défis d'aider à son conjoint de pouvoir être accompagné par quelqu'un d'autre. Car j'ose dire que pour moi, 70% des conflits conjugaux viennent d'abord des conflits personnels. Et que ces conflits s'expriment dans la vie conjugale, mais ils seraient dans la vie religieuse, c'est pareil, ou avec des amis, c'est pareil. Et donc, là, c'est une immense épreuve pour beaucoup de conjoints, je peux vous le dire, c'est que mon mari ou mon épouse n'est pas prêt à avoir un psychothérapeute ou ne reconnaît pas cette fragilité psychique. Que faire? Grande question. Et il y a des martyrs, je peux vous le dire, de conjoints qui restent fidèles, mais qui n'ont qu'une seule envie, c'est de partir parce qu'elles vivent des choses très difficiles. Ou bien, quand la personne accepte de suivre des soins, c'est très beau de voir le conjoint qui soutient, qui accompagne, et là, il y a des merveilles. Voilà pourquoi j'aimerais dire, un de mes leitmotifs que je dis au couple, la réussite d'un couple, c'est pas l'addition des qualités, mais c'est la qualité de communion dans nos qualités et dans nos précarités. La réussite d'un couple, c'est la qualité de communion à travers nos fragilités. Et je crois qu'un couple peut durer 30 ans, 50 ans, 60 ans ensemble, s'ils ont partagé dans leurs pleurs, leur pauvreté psychique, finalement, la clé du couple. Est-ce que c'est pas l'humilité? L'humilité, c'est de reconnaître la vérité. Ma chérie, j'ai des grandes qualités, rends grâce à Dieu, j'ai aussi mes fragilités. Est-ce que tu peux m'aider à les porter? Me semble-t-il, c'est la clé du couple. Or, face à l'amour, eh bien, l'orgueil, c'est par excellence ce qui va tuer le plus l'amour. Et il se trouve qu'au niveau chrétien, Marie dit « Je suis l'humble servante » et Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Peut-être que c'est un signe que l'humilité est le grand chemin de couple, d'arrêter de se prendre trop au sérieux, de jouer un personnage, parce que la vie commune fait que tout se voit. Les beautés encore plus et les fragilités aussi. Donc je crois que là, il y a un enjeu très important
surtout face aux fragilités très profondes. Et comme le disait Fabrice Adjadj au cours de l'une de nos précédentes soirées comme à la maison, les pères ne sont pas des experts. On peut dire la même chose des couples. Et vous avez parfaitement raison. C'est un chemin de sainteté. Exactement. Et puis moi, je me plais à voir des pèlerins d'Emmaüs, Oui. et des pèlerins d'Emmaüs qui abandonnent pas le chemin et la route, et puis qui savent faire demi-tour, qui savent jouer. Et puis, comme vous le disiez aussi, l'humilité. Derrière l'humilité aussi, il y a l'humour. Si un couple qui s'amuse ensemble, reste ensemble. Mais vous avez raison, père, de le souligner. Il faut le dire à ceux qui nous regardent, face à des problèmes d'addiction, de violence, etc., ça n'est pas au couple ou à la partie faible du couple d'essayer de résoudre le problème. Il faut faire appel à un tiers le plus rapidement possible. Ça, c'est capital, parce que très souvent, un des deux conjoints se culpabilise. Et quand il y a des divorces, je le vois, mais tout le temps, c'est « j'ai pas été une assez bonne épouse, j'aurais dû garder mon mari autrement », ou l'inverse. Et ça, c'est terrible, la culpabilisation. Je crois que le rôle du conjoint, c'est d'aider l'autre à pouvoir prendre certains moyens, un père spirituel, un psychothérapeute, etc., et que le conjoint ne peut pas tout faire. Je ne peux pas être la mère de mon mari, on ne peut pas tout faire. Mais si l'autre ne veut pas, on est face à une impasse. Le couple aujourd'hui, la famille, le foyer, est bombardé de publicités, de films pas très intéressants, d'émissions de télévision complètement nulles, d'applications, smartphones, vous l'avez dit, d'un rapport de la société tout entière à la sensualité, à la sexualité, à la pornographie, qui n'est plus celui qu'il était il y a 10 ans, à l'adultère, avec des applications qui en font ouvertement l'éloge. Ça pose quand même un problème pour le petit couple qui est là, qui essaye de s'aimer et qui met toutes ses forces un peu là-dedans, toute son énergie, mais l'être humain est ce qu'il est, il a ses tentations. Est-ce que, père, on peut dire que la société aujourd'hui, d'un côté, nous pose une injonction au bonheur, soyez heureux, sinon vous êtes des nuls et des ratés, et en même temps fait tout ce qu'elle peut pour nous mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est un peu extrême de dire ça ou pas? C'est très important de bien voir que le couple, il baigne dans une culture ambiante. Et avec les médias, cette culture, elle s'impose à nous. Donc c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, et qu'est-ce qu'on fait avec? Et d'un côté, notre culture chante l'amour partout, jamais on n'a parlé autant d'amour, jamais on a mis l'amour comme le bonheur, et il y a une profusion de moyens aujourd'hui pour les couples, pour être aidés dans l'amour, et surtout dans l'église, c'est impressionnant. Et donc, dans un sens, le couple va bien, et il a beaucoup de moyens qui lui sont proposés. En même temps, le couple n'a jamais été aussi ébranlé qu'aujourd'hui, jamais été autant remis en question, et jamais été aussi tenté à tout point de vue, que ce soit la pornographie, que ce soit les adultères, dans la vie professionnelle aujourd'hui. Et donc, je crois que le couple moderne aujourd'hui doit mettre son accent encore plus sur cette relation qualitative, comme vous le disiez, avoir de l'humour, rire ensemble, avoir des moments très qualitatifs pour tenir. Et l'angoisse de tant de femmes, c'est impressionnant, c'est « est-ce que mon mari me trompe ?» Mais c'est très impressionnant cela, parce qu'elles savent les fragilités des hommes. Et j'ai dit, madame, vrai problème et faux problème. La vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous vivez de manière qualitative, des moments heureux pour, avec votre mari, aller vers le haut. Et donc, oui, il y a des grandes tentations. Oui, on est dans un monde difficile. Comme autrefois, il y a 80 ans, il y avait peu de moments, on était à la ferme, l'économie c'était essentiellement le monde paysan, on n'avait pas beaucoup de temps pour parler en couple, il n'y avait pas d'intimité et de proximité, donc je dirais pas qu'aujourd'hui c'est plus mal qu'avant, c'est autre chose. Par contre, il y a une vigilance à avoir, qu'aujourd'hui on est dans un monde, on est débordé, on n'a pas beaucoup de temps, et donc peut-être qu'on va en parler juste après, mais la clé c'est d'avoir des moments qualitatifs, on se retrouve comme personne, dans un amour qui peut s'exprimer au niveau des gestes sensuels et tout. Mais sans ces moments qualitatifs, on vit que les aspects négatifs, lourds d'un couple, la vie commune, la feuille d'impôt à remplir, etc. Antoine Godifray. En fait, je partage tout à fait cet avis, parce que depuis 20 ans qu'on travaille dans le couple, on voit une très profonde évolution, et moi je suis très optimiste par rapport à cette évolution. Bonne nouvelle. Oui, parce que nos parents et nous-mêmes, d'ailleurs au démarrage, on faisait couple et on fondait une famille. D'ailleurs à la mairie, on nous remettait un livret de famille, et puis on nous disait d'aller dans la boîte. Et là, on voit des jeunes qui
qui veulent vivre l'amour, qui veulent être un couple. Et c'est pareil pour la vie professionnelle. C'est beaucoup plus difficile de faire une profession que d'être un bon professionnel. Et donc, j'allais dire, le couple est beaucoup plus libre, beaucoup plus égal et beaucoup plus fraternel, encore que souvent on oublie la fraternité dans le couple, qu'on l'était avant. Donc effectivement, la notion de père de famille, de bon père de famille et tout ça a été un peu supprimé des articles du Code civil et tout ça. Mais le couple, il est dans l'être. Oui, en même temps, c'est difficile. Les couples que je vois, ils ont zéro place pour le couple. En fait, tout le temps de couple, il est grignoté par tous les appels partout. Donc, il faut vraiment apprendre au couple que ce temps de couple, il est indispensable, aussi indispensable que leur temps de travail ou que leur temps de... Enfin, c'est indispensable. Le secret de couple, c'est avoir ces moments qualitatifs. Or, les jeunes couples, qu'on a 25, 30, 40, 50 ans, sont débordés. Soyons très concrets. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Par contre, il faut trouver du temps régulier et qualitatif. Moi, je dis une fois par mois, une veillée couple. De 19h à 22h, on sort de chez soi, on va dans un petit restaurant, une pizzeria, n'importe où. Et là, pendant cette veillée, il y a 4 étapes, avec un préalable. Premièrement, on n'a pas le droit de parler des enfants, on n'a pas le droit de parler du pape, on n'a pas le droit de parler de la politique, on ne parle pas des impôts, on parle de quoi? Oui. Uniquement époux, épouse, oui, et hommes et femmes. Ça, c'est le préalable. Deuxièmement, on a préparé cette soirée. Première étape, on se dit des choses positives, chacun pendant 10 minutes, depuis un mois. J'ai bien aimé la manière dont tu t'es habillé, pour telle chose, tu étais super, tu m'as aidé, des petites choses toutes simples. Voilà. Deuxième étape, c'est on va se dire les choses qu'on a eu du mal à vivre, on était éprouvé. Et là, en communication non violente, c'est-à-dire pas comme un jugement t'étais en retard, mais comme voilà comment moi je l'ai vécu, c'était difficile. Pouvoir se dire des choses difficiles sur son vécu et pas dans un reproche. Et ça pendant à peu près 3/4 d'heure et tout. Et on s'écoute, on ne se justifie pas, mais on a dit les choses. Et le but, c'est pas de résoudre les problèmes, mais c'est qu'un partage sur nos personnes. Troisième étape, même au resto, on va confier ça au Seigneur, on se dit pardon, on fait une petite prière, aucun problème, dans une pizzeria, on peut le faire. Et quatrième étape, champagne, on fait la fête. Parfait. Je reviens juste brièvement sur la deuxième. Il y a un petit malentendu parfois dans le couple entre l'homme et la femme, c'est que l'homme cherche toujours des solutions aux problèmes que la femme lui expose, alors qu'en réalité, la femme a surtout envie de les exposer et pas forcément qu'on lui explique comment les résoudre. Est-ce que, pour les 3, les 4, on est d'accord? Le premier, bien sûr, se réserver ce moment, confier à Dieu et faire la fête. Mais sur cette question de « j'ai un problème » et l'homme qui se gratte la tête en disant « mais c'est pourtant très simple ». Je vois exactement ce qu'il faut faire, alors que ce n'est pas du tout ce que la femme attend. Mais ça implique, je crois, une conversion des deux. Que la femme accepte, on schématise, parce que toutes les femmes ne sont pas comme ça, au lieu d'expliquer pendant 10 minutes, j'en sais rien, elle va expliquer pendant 5 minutes, parce que son conjoint, il a 5 minutes d'attention, mais pas plus, et inversement, que la femme puisse comprendre que la solution, ça fait partie aussi. Et donc ça, c'est une conversion, je reviens à l'humilité. Est-ce que je reste dans ma tour d'ivoire pour que l'autre me comprenne, ou bien je sors aussi de moi-même? Peut-être un petit conseil, vous avez parlé de cette soirée sanctuarisée pour le couple, de cette aussi lucidité, je récapitule un petit peu, mais dans l'engagement, ne pas avoir peur de dire quels sont ses écueils, quels sont ses problèmes, non pas en attendant de l'autre forcément une solution, mais comment il le sache, pour pas qu'ensuite ça prenne des proportions délirantes, lorsqu'un jour, ces petits problèmes-là, ces petits écueils sont réveillés, sont remis sur le devant de la scène, s'accorder du temps, se comprendre, se préserver, et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Qu'est-ce que vous ajouteriez pour ceux qui nous regardent, pour faire grandir leur couple? On n'a pas eu le temps d'évoquer le pardon, mais pour Oui. moi, la miséricorde, c'est l'oxygène de l'amour. Comme dit Jean-Paul II, le nouveau nom de l'amour, c'est l'amour miséricordieux. Pas de couple sans amour, pas d'amour sans blessure, pas de blessure sans miséricorde. La miséricorde, c'est la capacité de, par et à travers le mal, faire jaillir quelque chose de nouveau. Est-ce que nous avons envie en couple d'arrêter de se prendre au sérieux et de prendre plus au sérieux aussi la personne de Christ qui me rend capable avec la grâce de pouvoir d'un mal faire jaillir un bien? C'est le mystère de la croix, c'est le mystère de la rédemption et ça peut être très concret dans un couple. Et je crois que la miséricorde est l'espérance par excellence du couple. Antoine de Dufray, un petit conseil?
pas un conseil, c'est plus une espérance, oui. C'est-à-dire que c'est ce que nous faisons depuis 20 ans et que nous partageons depuis 20 ans, en particulier avec un grand projet sur Internet de Aime ton couple. C'est que vivre à deux heureux ensemble dans la durée, c'est possible, mais que ça se travaille un peu au quotidien. Et donc, faisant preuve de gratitude envers l'autre, et puis en lui disant merci, et puis voilà, en étant heureux de vivre ensemble à deux. Le plus important, c'est vraiment de garder le lien dans le couple. Et que si le lien est là, on peut tout. Et donc Imago permet cet outil de dialogue, c'est un outil qui permet de parler de son monde. Donc l'émetteur parle de son monde en disant ce qu'il ressent, si c'est au sujet d'une difficulté ou de quelque chose, il va parler de son monde et son conjoint va faire le miroir de ce que dit la personne. Donc je t'entends dire que tu te sens mal quand il y a quelque chose qui se passe, etc. Il répète exactement tout ce que dit la personne. Les difficultés sont, je dirais, dissoutes. Vraiment une chose à creuser. Et vous avez parlé, Antoine, de Aime ton couple. C'est un site internet sur lequel on trouvera plein de conseils, plein de ressources pour le couple. Ça s'écrit aime, la lettre M, ton couple.com. Mon père, un petit mot de Troussure? Vous serez les bienvenus dans Voilà, ce prieuré à 1 heure de aller. Paris, dans l'Oise. C'est un centre spirituel où on a 6 retraites de fiancés-parents, 6 retraites de couple, et avec un nouveau concept, des retraites spécialement pour les 10 premières années de mariage, et puis pour les 10 à 25 ans de mariage. Extra. Avec Vous serez les bienvenus. Ces enjeux, ces défis à relever Exactement. qui sont bien singuliers. L'arrivée de l'enfant, puis après leur départ. Exactement. Ah, c'est magnifique. Vous retrouverez ça très facilement, tout le programme sur saint-jean-troussure.fr. Et je peux donner le site d'Imago aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Imago-France, où vous trouverez aussi tout ce qui concerne les stages qui sont organisés par des thérapeutes Imago et la liste des thérapeutes Imago. Bon, eh bien merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que voilà, on aura fait progresser le couple sur ce chemin de l'amour et de la compréhension mutuelle. Merci Père Geoffroy Marie, je rappelle que vous êtes prêtre de la communauté Saint-Jean et prieur du centre spirituel de Troussure. Allez voir, vraiment ça vaut le coup. Merci Chantal et Antoine Daudifray, tous les deux thérapeutes de couple et facilitateurs Imago et bien sûr membres de capmariage.com, cette association de préparation au mariage civil. Merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle soirée comme à la maison.